Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais Le Deuxième Sexe. Parce que quand j'écrivais Le Deuxième Sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre. Je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. Publié en 1949, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, une femme philosophe et romancière s'interroge sur la condition féminine et livre une analyse inédite des mécanismes de domination dans la société patriarcale. 1000 pages d'un véritable plaidoyer pour l'égalité des sexes, l'indépendance des femmes et la libération des mœurs. Alors ça, c'est toute la thèse du deuxième sexe, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que la femme ne soit pas un être humain à part entière, exactement au même titre que l'homme. Je pense que le problème des femmes est un problème majeur, pas du tout le problème d'une minorité, comme les hommes voudraient souvent en effet le faire croire. Jamais un ouvrage écrit par une femme n'aura suscité autant de passion et de controverses. Le scandale sera immense, l'impact planétaire. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs. La conception française, c'est que la femme est faite pour torcher les vieux, les infirmes, les enfants, etc., etc. Alors ça, nous sommes encore loin de compte. Si cette société ne change pas profondément, la situation de la femme ne changera pas. Un livre et des idées qui aujourd'hui encore font débat et dont les origines se trouvent en Amérique. Car c'est ici, aux États-Unis, que Simone de Beauvoir a conçu l'idée du deuxième sexe, dans ce pays dévoré par la violence et le racisme, la misère et le machisme. C'est sur les traces de ce voyage que nous décidons de partir aujourd'hui, à la recherche de ce qu'elle a vu, parfois ignoré ou librement anticipé. Que serait le féminisme, mais là je parle du féminisme mondial, sans ce livre? C'est très difficile à dire aujourd'hui. On a beaucoup dit que le deuxième sexe était la Bible du féminisme. En tout cas, il est évident qu'il a autorisé toutes sortes de théories, dont les plus actuelles. Au moment où Beauvoir écrit Le Deuxième Sexe, on n'est pas du tout au fait de toutes ces questions. Ce qui est surtout encouragé, c'est que les femmes restent au foyer, repeuplent la France, et l'horizon des femmes en 1949, c'est quand même le foyer et le salon des arts ménagers. Et le livre arrive à ce moment-là. Ce que fait Simone de Beauvoir, et je trouve que c'est très courageux de sa part aussi, et c'est très ambitieux comme projet, c'est qu'elle essaye de faire, au fond, ce qu'on n'avait jamais fait avant, qui est une histoire de l'oppression. Ça n'a jamais été fait avant, et elle dit, c'est quand même extraordinaire de travailler sur ce qui crève les yeux et qu'on ne voyait pas. Évidemment, si ça crève les yeux, c'est qu'on ne le voit pas. C'est étrange et c'est stimulant de découvrir soudain, à 40 ans, un aspect du monde qui crève les yeux et qu'on ne voyait pas. Je m'étais mise à regarder les femmes d'un œil neuf, et j'allais de surprise en surprise. Ce monde était un monde masculin. Mon enfance avait été nourrie de mythes forgés par les hommes, et je n'y avais pas du tout réagi de la même manière que si j'avais été un garçon. Well, that's Squirt Evans. He's quite a man with the gals. You see, he's closed the eyes of many a man and opened the eyes of many a woman. Mother, he's awake. How is he? Hungry. Oh, if he's hungry, he's going to be all right. Thanks a lot for housing. Dans les années 50, la société n'avait pas le langage que nous possédons aujourd'hui pour comprendre ce que l'on vivait, ce que l'on traversait. On ne parlait pas du patriarcat. Le patriarcat, c'était comme la gravité. J'entends que c'était une force invisible, pesante, qui affectait tout le monde. Vous la ressentiez tous les jours.
Cette idée même était tellement ancrée dans la société, le patriarcat était tellement présent, que l'idée même d'en parler et de le combattre paraissait pas impossible, mais invraisemblable. Comment Simone de Beauvoir va-t-elle mettre à jour cette impensée? 2 ans avant la parution du Deuxième sexe, elle commence à noircir des pages de ce qu'elle pense être un court essai sur la condition féminine, lorsque son élan est brusquement interrompu. L'ambassade de France aux États-Unis l'invite à donner une série de conférences dans les plus prestigieuses universités de jeunes filles du pays. Un voyage qui va être déterminant dans la rédaction de son livre, comme dans sa vie personnelle. Janvier 1947. Simone de Beauvoir arrive à New York, première étape d'un voyage qui va durer 4 mois, lui faire traverser 19 États et 56 villes. Elle qui dévore depuis toujours la littérature américaine, le jazz et les westerns, l'idée de cette Amérique qui brille au sortir de la guerre l'enthousiasme. Mais que va-t-elle découvrir dans ce nouveau monde? Des femmes au destin jusqu'alors invisible? Une ségrégation raciale hyper violente? Un capitalisme prédateur? Comment tout cela va-t-il pouvoir se glisser dans les pages du Deuxième sexe et mettre en mouvement une nouvelle pensée féministe? À 39 ans, la philosophe prend pied pour la première fois sur le sol américain, prête à se réinventer. 25 janvier. Quelque chose est en train d'arriver. On peut compter dans une vie les minutes où quelque chose arrive. Il me semble que je vais sortir de ma vie. Je ne sais pas si ce sera à travers la colère ou l'espoir, mais quelque chose va se dévoiler. Et je regarde. Et je regarde aussi étonné qu'un aveugle qui vient de recouvrer la vue. À New York, sa situation d'étrangère offre à Simone de Beauvoir un angle inédit pour observer les relations entre hommes et femmes. Elle adopte une posture de correspondante de guerre qui lui permet de rester à la marge et note chaque jour, dans son carnet, ce qu'elle discerne et ressent. 27 janvier. Je regarde les gens. Les femmes me surprennent. Sur leurs cheveux soignés aux mises en plis impeccables, elles supportent des parterres de fleurs, des volières. La plupart des manteaux sont en vison. Dans la rue, je n'ai pas rencontré de femme aux souliers plats. Aucune n'avait l'allure libre et sportive que je prêtais aux Américaines. Elle est arrivée et elle a parlé à beaucoup de monde. Elle était vraiment sociable. Il faut garder à l'esprit que sa vie intellectuelle avait une dimension conviviale. Elle reposait sur des débats, des échanges et des conversations. Et elle adorait ça. Sa pensée se concrétisait pendant la conversation. Et même plus tard, par le récit de la conversation. C'est à partir de ça qu'une idée était comme distillée. Le dialogue nourrissait sa pensée. J'ai regardé les femmes autour de moi et je voyais à ce moment-là pas mal d'écrivains et de femmes d'écrivains. Je me suis rendu compte comme ces femmes d'écrivains étaient quand même opprimées, bien qu'elles fussent en général sympathiques, intelligentes, et c'était presque des amies pour moi. Mais enfin, elles étaient très opprimées. Quand j'étais à New York, je vis à quel point les femmes intelligentes étaient mal à l'aise ou carrément ignorées lorsqu'elles tentaient de se mêler aux conversations des hommes. La condition des femmes américaines était vraiment très inférieure. Les hommes voulaient qu'elles fassent l'amour, des enfants et le ménage. Et elles, ce rôle leur convenait. Elles acceptaient leur oppression, elles n'avaient pas les mêmes chances que les hommes, et je me suis rendu compte que la condition des femmes était profondément différente de celle des hommes. Et là, j'ai vu vraiment des femmes, des êtres relatifs. Je dois avouer que j'attribuais d'abord cette attitude aux défauts des femmes et non à la grossièreté des hommes. Moi,
aucun homme ne me demandait d'aller lui faire un café ou de lui repasser ses vêtements, parce que je n'avais aucune intention de le faire. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle elle a été capable de faire ce livre extrêmement novateur à l'époque, c'est parce qu'elle-même ne se considérait pas dans la catégorie des femmes. Elle avait échappé à ce destin. Sa famille s'est ruinée pendant la guerre de 14, ce qui a fait que, n'ayant pas de dot, son père lui a expliqué « Bon, tu es intelligente, il va falloir que tu travailles ». Et au fond, ça a été une sorte d'aubaine. Elle s'est jetée à corps perdu, d'abord dans la lecture, ensuite dans le travail, et c'est une femme qui avait une puissance de travail très, très au-dessus de la moyenne. Donc, au moment où elle écrit Le deuxième sexe, elle dit « Je vais tout vous apprendre sur ces créatures étranges qu'on appelle les femmes ». Bien sûr, c'est ironique quand elle dit ça, mais je ne crois pas totalement. J'ai vraiment pris conscience de la condition féminine que vers l'âge de 40 ans, quand j'ai voulu écrire sur moi. Et que je me suis dit, et d'ailleurs c'est même Sartre qui m'a dit, mais tenez compte d'abord, si vous voulez écrire sur vous, que vous êtes une femme, c'est quand même pas la même chose, vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas été située dans le monde de la même manière. J'ai dit oui, c'est vrai, et alors j'ai commencé à réfléchir sur ma propre éducation, ma propre formation, et tout ce qui avait été différent de la vie d'un homme. Je pense que pour elle, la vie de l'esprit n'avait pas à proprement parler de sexe. Simone de Beauvoir a dit cette belle phrase. Bien sûr, je suis une femme, mais je ne veux pas être enfermée dans cette catégorie. Il me semble qu'en français, elle utilise le terme « renfermée ». Mais ça décrit bien cette idée de se sentir prisonnière et de se dire « oui, je rentre dans cette case », mais ne pensez pas que cette case me définit dans mon entièreté. Je me suis aperçue que finalement, ma situation était très exceptionnelle et j'ai eu beaucoup de chance. C'est d'ailleurs ça qui me permettait d'écrire ce livre avec à la fois beaucoup de sérénité, avec beaucoup de détachement, comme si je n'étais ni homme ni femme en quelque sorte. Tout le livre, au fond, est écrit contre cette fameuse phrase de Freud, « l'anatomie, c'est le destin ». Chez elle, l'anatomie n'a pas été le destin. J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes. Et il n'est pas neuf. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Y a-t-il même des femmes? Qu'est-ce qu'être une femme? Qu'est-ce que le féminin? D'une certaine manière, le féminin apparaît sous forme de question. Une question qui est ouverte. Ce n'est pas une affirmation qui trancherait la question ou qui déciderait une fois pour toutes de ce qu'est une femme. C'est cette question qui revient sans cesse. We think we are the captains of our ships and the masters of our own destiny. We think we choose to be good or bad when confronted by... Comment définir le féminin, le sexe, le genre femme? Que cache cette identité? De quelle manière s'est-elle fabriquée? Occupée par toutes ces questions, Simone de Beauvoir quitte New York pour Vassar, une des universités les plus aristocratiques d'Amérique. Sur le campus, elle découvre ces jeunes filles blanches de bonne famille qu'elle regarde papillonner d'un œil d'entomologiste. « 7 février. Toutes les college girls qui savent un peu de français sont réunies. Comme elles semblent jolies. À mieux les regarder, les visages n'ont rien de si rare. Mais les cheveux sont beaux, comme les réclames de shampoing. Les traits rehaussés par des maquillages aussi poussés que ceux des femmes de 30 ans. Beaucoup de ces jeunes filles tricotent tout en m'écoutant. Je suppose que le tricot est pour beaucoup de ces étudiantes une anticipation du mariage et de la maternité. On fabrique la femme de manière à ce qu'elle soit dévouée, servante de l'homme, servante de ses enfants. On la fabrique pour la maternité, pour le ménage, pour la vie d'intérieur, etc.
Être femme, c'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classée d'une certaine manière dans la société. Et cela, c'est une chose qui est faite par la société et pour ce faire, elle fabrique. À partir de la toute petite fille, elle fabrique des femmes. On donne à la fille pour amie d'autres petites filles. On lui choisit des livres et des jeux qui l'initient à sa destinée. On lui déverse dans les oreilles les trésors de la sagesse féminine. On l'habille avec des vêtements incommodes et précieux dont il lui faut être soigneuse. On la coiffe de façon compliquée, on lui impose des règles de maintien. Tiens-toi droite, ne marche pas comme un canard. On lui demande de ne pas prendre des allures de garçon manqué. On lui interdit de se battre, on l'engage à devenir, comme ses aînés, une servante et une idole. Quand j'étais petite, je savais que j'allais grandir, aller à l'université, me marier, vivre heureuse pour toujours, comme dans les contes, et aussi que j'aurais 2 petites filles blondes. Devenir mère, c'était mon plus grand désir. Ma famille et mes proches accordaient beaucoup d'importance à notre apparence et nous essayons d'être le plus présentable possible. On nous a appris à nous comporter d'une certaine manière. À New York, on disait « sois gentille ». Je me rappelle qu'on me disait « si tu n'as rien d'agréable à dire, ne dis rien ». Je pense donc que nous avons toutes, du moins c'était mon cas, réprimé nos critiques, notre colère, ce qui n'est pas très sain. Nous nous contentions simplement de sourire. Ça, c'est l'idée de la féminité, en effet, telle que l'on construit des générations, et en particulier telle que l'on construit les hommes. Une femme vraiment féminine, c'est la femme qui doit toujours dire oui d'abord à son père, qui doit dire oui même à ses frères, et puis enfin qui doit laisser l'homme prendre des initiatives, qui doit être charme, sois belle et tais-toi. Enfin, ça, c'est la vieille tradition de la féminitude. Lorsqu'on se regardait dans le miroir, on se regardait à travers les yeux des hommes qu'on croisait, à travers les yeux du marché. On ne regardait jamais nos visages en nous demandant comment on se sentait, si on se sentait bien dans notre corps ou non. Mais on se regardait toujours à travers ce même regard, parce qu'on savait qu'avoir une apparence acceptable ou agréable faisait partie du travail d'une femme. I thought you'd never come. You're very beautiful. Am I? Yes. I never realized before. I've never seen your hair that way. You haven't? No, your eyes shine like that. One would think you'd never seen me before. Never like this. Your dress. It's the same one I wore when we first danced together. Yes, I know. Au fond, l'éternel féminin, ça existe? Ah, pas à mon avis. Je sais pas ce que ça veut dire. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait d'éternel féminin, puisque justement, tout ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'on n'est pas femme, on le devient, donc il n'y a pas l'éternel féminin dès l'origine. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. On ne naît pas femme, on le devient. À quoi est souvent résumé le deuxième sexe? Eh bien, c'est une formule qui d'abord choque les oreilles, puisque on ne naît pas femme. Tout le monde dit, bah bien sûr, on est. La première chose qu'on dit quand une femme accouche, c'est un garçon ou c'est une fille. Donc tout de suite, on est sexué.
Que Simone de Beauvoir l'ait voulu ou non, elle a établi que peu importe ce qu'on nous assigne à la naissance, quel que soit le sexe qui nous est assigné, quelles que soient les attentes sociales liées à cette assignation, « Oh, c'est une fille, oh, c'est merveilleux, achetons du rose », traçons sa belle vie de personne au féminin avec le petit ami, puis le mari et la maison. Le genre se construit déjà. Au moment de l'assignation sexuelle, on devient genré. Tu deviens un genre. On attend de toi que tu le deviennes. Nous sommes ravis que tu sois un garçon ou une fille. Et on a nos idées sur ce que cela signifie d'être un garçon ou une fille lorsqu'on célèbre ton genre. Il y a des conditions biologiques, sexuelles, qui différencient l'homme de la femme. Personne ne va dire le contraire. Mais ce que toute la société a bâti, c'est quelque chose qui n'a presque pas de rapport, on peut même dire au fond pas de rapport, avec la différence physiologique. On nous exhorte, soyez femme, restez femme, devenez femme. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer à cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires? Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire descendre sur terre? Bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner, le modèle n'en a jamais été déposé. Donc le concept de femme est une construction historique, sociologique, aliénante, de laquelle, si on le devient, c'est qu'on se soumet à cette idée, mais ça veut dire aussi qu'on peut ne pas le devenir et en sortir. Autrement dit, c'est peut-être la première fois qu'on dit aussi clairement, et là je ne veux pas faire d'anachronisme, qu'il y aurait une différence entre le sexe et le genre. Bien sûr, il y a des débats aujourd'hui pour savoir s'il est correct de baser certaines idées de la théorie du genre sur le travail de Simone de Beauvoir, puisqu'elle n'a pas utilisé cette idée du genre, ce qui est vrai. Mais personnellement, j'ai été frappée par le fait qu'on pouvait naître femme et même grandir dans cette attente sociale de devenir une femme, sans ensuite devenir une femme, de devenir autre chose, peut-être un homme, peut-être une autre catégorie. Je me souviens, quand j'étais jeune, ça me blessait quand on me prenait pour un homme. Mais maintenant, c'est un mélange génial. Et je me sens, moi, qu'on m'appelle monsieur ou madame. Ça n'a pas d'importance. D'après mon expérience personnelle du genre, être une femme implique d'avoir eu une mammectomie et de vivre dans un vaste mélange de masculinité et de féminité. Être quelqu'un qui ne rentrait pas dans une case m'a sans cesse inspirée pour me créer une vie sur mesure. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, et toi? Tout chez moi, de mon nom à mon corps, de mon travail à mes relations, tout est une création queer.
Je n'oublie jamais le fait que je suis née femme. Ça m'a donné une très bonne perspective sur la vie. Lorsque j'ai fait ma transition, j'ai eu une nouvelle perspective et c'est une chance d'avoir accès à ces deux points de vue. Avant, j'avais l'air à la fois d'une femme et d'un homme. Comme j'habitais une petite ville, les gens étaient remplis de haine parce qu'ils ne comprenaient pas. C'était de l'ignorance. Ils me traitaient avec des mots cruels, de gouine, de gros tas, ce genre de choses. Mais dès que j'ai fait ma transition, que j'ai fait ma mammectomie, que les hormones m'ont donné des poils sur mon visage et ma nouvelle voix, là, on me tenait la porte, on m'appelait monsieur, senior. J'étais automatiquement respecté parce que j'étais un homme. J'étais stupéfait parce qu'on entend les gens dire qu'il n'y a pas de différence, alors que si. Il faudrait un monde où il y aurait des valeurs qui seraient unisexes, qui seraient à la fois pour les hommes et les femmes, et qui supprimeraient ce goût de domination, de tyrannie qu'on trouve trop dans l'univers masculin. Nous parlons donc d'une hiérarchisation qui traverse la société. C'est comme ça que je l'ai lu, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais finalement, c'est étrange, parce que cette hiérarchisation entre le premier et le second sexe n'est pas nécessaire. C'est une organisation qui dépend de ce qu'on appelle l'existence sexuée. Pouvons-nous imaginer les choses autrement? Le titre de ce livre, Le deuxième sexe, pose aussi implicitement la question, faut-il faire une distinction entre le premier et le second sexe? Et s'il n'y avait aucune différence? Certaines personnes pensent que la hiérarchie entre le masculin et le féminin est ce qui crée des valeurs masculines distinctes des valeurs féminines. C'est pourquoi le Vatican, tout au long de son histoire, et même dans son histoire récente, a insisté sur le fait qu'il existe des valeurs féminines distinctes et des valeurs masculines distinctes, et que les mélanger ou les contester revient à contester l'ordre naturel. Il s'agit donc d'une construction patriarcale de la binarité. Et la possibilité d'une prolifération des genres les effraie parce qu'ils ne seront pas en mesure de maintenir cette hiérarchie. « 15 février. Je prends le train qui descend vers Lynchburg. À Macon College, une conférence m'attend. À midi, une délégation de college girls vient me chercher pour déjeuner. Elles me parlent de leurs projets d'avenir, dont l'essentiel est de trouver un mari. Justement, le dimanche est le jour de la chasse aux maris. Des couples sont assis sur les pelouses au soleil. Les college girls reçoivent leur date. Quelques-unes souhaitent un mari et un métier, mais la plupart se passeraient volontiers d'un métier. Dans cette prestigieuse université de Macon, spécialement créée pour l'émancipation des femmes, rares sont les étudiantes à rêver d'indépendance. Simone de Beauvoir, qui a fait très jeune le choix de ne pas se marier, note à quel point cette génération d'après-guerre semble condamnée à un seul destin. Je conseillerais à la femme de ne pas se marier. Parce que précisément le mariage, ça va en général à l'encontre de son travail professionnel. Très souvent, la femme est amenée, soit par sentiment, soit par commodité, soit par paresse, soit par facilité, à abandonner son travail une fois qu'elle est mariée. Et alors, elle est complètement dans cette chose affreuse qui est la dépendance totale d'un autre être. Je me souviens ma mère, en 1953, qui revient de la fac. Elle était diplômée en économie. Elle avait des idées pour développer le système des soins de santé aux États-Unis, mais elle était censée se marier.
Alors, elle est revenue à Cleveland, d'où je viens. Elle s'est mariée et elle a eu son premier enfant en 1954. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai bien vu tous ces livres au sous-sol. Tous ces livres universitaires d'économie, d'histoire de la philosophie. Que s'était-il passé? Pourquoi tous ces livres étaient-ils au sous-sol? Et quand je voulais me cacher d'elle, parce qu'elle était très malheureuse et parfois très violente, je m'enfermais dans ce sous-sol pour lui échapper. Mais qu'est-ce que je trouvais au sous-sol? Ces livres. Les livres que ma mère avait mis de côté afin d'être l'épouse et la mère de famille idéale. Et dont la tristesse était immense. Le mariage est un élément d'une politique familiale plus large. À partir du début du XXe siècle, il y a eu tout un investissement économique, juridique et social de l'État, du capital, afin d'organiser une famille dont la tâche est d'alimenter la main-d'œuvre. C'est pour cela que le célibat est puni et le mariage toujours glorifié. En France, comme en Amérique, les mères, les aînés, les hebdomadaires féminins enseignent avec cynisme aux jeunes filles l'art d'attraper un mari, comme le papier tue-mouche attrape les mouches. C'est une pêche, une chasse, qui demande beaucoup de doigté. Ne visez ni trop haut, ni trop bas. Ne soyez pas romanesque, mais réaliste. Ne demandez ni trop, ni trop peu. La jeune fille commence à songer beaucoup plus au mariage qu'à l'amour. Le contrat de mariage, qui est encore considéré comme l'apogée du grand amour romantique, est en réalité un contrat de travail. C'est un contrat de travail parce qu'il repose sur un échange tacite. J'assure ta lignée et toi, tu me soutiens financièrement. Le mariage ouvre la porte à une vie de travail ininterrompue. C'est un travail multidimensionnel. Les femmes règlent les conflits au sein de la famille, de la communauté. Elles gèrent le budget. C'est un travail qui a tellement de facettes que la femme est le travailleur le plus spécialisé. Mais ce travail est complètement invisible. Notre société a besoin de l'exploitation de la femme, de la surexploitation de la femme. C'est-à-dire qu'il y a une quantité extraordinaire d'heures de travail. Je crois que c'est 47 milliards d'heures de travail en France qui ne sont pas payées, qui sont ce que certains ont appelé du travail clandestin, du travail caché. Et on exploite les femmes en leur faisant faire ce travail pour rien. Par exemple, ma grand-mère, qui était paysanne, ne s'asseyait même pas à table. Ma mère me l'a dit. Elle était autorisée, mais elle se sentait mal à l'aise. Elle ne voulait même pas être assise à table avec les hommes quand ils mangeaient. Ce qu'on attendait d'elle, ce n'était certainement pas du rouge à lèvres. On attendait d'elle qu'elle fasse la cuisine, qu'elle fasse des enfants. On n'attendait pas d'elle qu'elle soit très douée au lit. Je parie qu'elle n'avait qu'à ouvrir les jambes. Mais arrive un moment où les femmes doivent être sexuellement attirantes. Pourquoi parle-t-on de droit conjugal pour un homme et de devoir conjugal pour une femme? C'est toujours la même chose. C'est parce que la femme a toujours été considérée comme plus ou moins la serve de l'homme et qu'il est entendu que si l'homme l'épouse, c'est parce qu'il faut qu'il ait le bordel à la maison, comme disait galamment, je ne sais plus qui, Malraux, je crois. Eh bien, donc, j'ai connu d'ailleurs un homme qui comptait exactement ses frais. Ça, j'ai vu ça parce que sa femme a divorcé, elle a retrouvé des papiers de lui. Et alors, il calculait à peu près que sa femme lui coûtait tant par mois, mais si elle allait au bordel, ça lui coûterait tant. Alors, il disait nettement que s'il couchait 3 fois par mois, ça lui faisait un bénéfice net de temps. S'il couchait 4 fois, le bénéfice était augmenté. S'il ne couchait que 2 fois, si la femme se refusait, alors là, il y perdait. Mais il y a des calculs comme ça
Pas toujours aussi explicite et goujat que celui-ci, mais il y a des calculs comme ça, plus ou moins, dans la tête de beaucoup d'hommes. Maintenant, tu dois aussi te préoccuper d'être une travailleuse du sexe performante. Tu as joui, tu n'as pas joui, tu as joui, tu n'as pas joui. Maintenant, tu dois faire croire que tu as joui, même si ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas juste ouvrir les jambes. Tu dois faire tout le travail pour satisfaire l'homme. Parce que sinon, il ne sera pas satisfait si tu n'as pas joui avec lui. Je parle de manière très crue, mais c'est la réalité. Donc, qu'est-ce que vaut la libération sexuelle si vous n'êtes pas en mesure de dire non? Et la violence domestique et même le viol, nous avons constaté que la violence domestique avait été tolérée par l'État et que ce n'était pas vraiment considéré comme de la violence, parce que d'une certaine manière, elle lui était utile. Aux États-Unis, dans les années 50, les femmes qui étaient déprimées et qui refusaient de faire les tâches ménagères pouvaient être lobotomisées. La lobotomie était donc une réponse médicale de l'État au refus des travaux ménagers. Beaucoup plus que la fusion et la réciprocité, l'homme cherche la domination. Les films d'Hollywood nous ont présenté 100 fois des enfants terribles domptés par la saine brutalité d'un amoureux ou d'un mari. Une paire de gifles, voire une fessée, apparaissent comme de sûrs moyens de séduction. I'm so alone. I'm so alone. All alone. You're not alone, baby. You're not alone at all. Not at all. Mais c'est très commode pour les hommes de penser que les femmes sont masochistes, qu'elle aime la douleur de l'enfantement, elle aime la douleur du dépecelage, elle aime la douleur de... Et de toute façon, elle aime être dominée. Et ça, alors, le fait de la position de l'homme sur la femme, c'est une chose qui incite à penser qu'il y a une domination, alors que c'est complètement absurde. Et que si les choses étaient renversées d'un point de vue, j'en reviens toujours au même thème, d'un point de vue économique et social, on peut penser au contraire que la femme se sert de l'homme comme une espèce de serviteur qui doit la faire jouir et que c'est elle qui domine et qui est la maîtresse et qui est comme la reine-mère des abeilles ou des termites. Lettre à Jean-Paul Sartre. Mon cher amour, j'ai beaucoup aimé Chicago. Peut-être parce que j'aimais bien le type avec qui je l'ai vu. Un nommé Nelson Algren. Il a tout de suite compris où il devait m'emmener. À une petite boîte où des femmes superbes se mettaient nues et dansaient obscènement sous des regards parfaitement indifférents. Il a été si gentil et il m'a embrassée avec tant d'émotion que j'en étais émue moi-même. Ça a donné à Chicago un goût très vrai et très fort. 36 heures passées à Chicago. Entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren, c'est un coup de foudre inattendu. L'écrivain américain, déjà relativement connu, vit parmi les déclassés, les drogués, les boxeurs, les repris de justice. Un monde disloqué qui bouleverse Simone de Beauvoir. Elle qui a toujours veillé à préserver son indépendance, va se laisser emporter par l'intensité de cette passion charnelle. Quand elle dit « je ne suis plus désormais que ce brûlant désir de vous », moi je trouve ça formidable. Alors, avec Nelson Algren, elle surjoue le rôle de la femme qu'elle critique dans le deuxième sexe, mais elle peut le faire parce qu'elle est en dehors. Et je pense que ça, c'est une composante qu'il ne faut jamais oublier avec elle. Elle se considère à part. Très cher Nelson Algren, mon mari,
mon amant bien-aimé, mon mari d'une semaine et à jamais. J'ai reçu aujourd'hui vos petites lettres jaunes et j'en ai été très heureuse. Je n'ai aimé personne de cette manière, sachez-le, et avec tant de plaisir dans l'amour et d'amour dans le plaisir. Je me sens une femme dans les bras d'un homme, réellement et totalement. Et ça veut dire beaucoup, beaucoup pour moi. Rien de meilleur n'aurait pu m'arriver. C'était une femme qui vivait une sexualité très libre et il faut encore souligner que c'était très courageux à l'époque. Maintenant, au titre des chapitres un peu compliqués de la vie de Simone de Beauvoir, il y a le lesbianisme, ou ce qu'on pourrait appeler sa bisexualité, qu'elle n'a jamais voulu reconnaître. Ça se reflète dans le deuxième sexe, dans ce chapitre qui s'appelle La lesbienne, qui est un des chapitres les plus critiqués à juste titre. C'est un chapitre où on la sent très mal à l'aise, très clairement, elle ne veut pas appartenir à cette catégorie. C'est évidemment un chapitre profondément décevant. Elle nous empêche de comprendre la sexualité gay et lesbienne, l'émergence du désir à l'adolescence. Nous n'apprenons rien dans ce chapitre. Elle ne pousse pas vraiment l'idée de l'accepter. L'accepter semble presque relever du « Oh, je suis lesbienne, je dois l'accepter. Quel tragique destin que le mien. » Sérieusement. Souvent, la lesbienne essaiera de compenser son infériorité virile par une arrogance, un exhibitionnisme qui manifeste en fait un déséquilibre intérieur. Elle est plus qu'au bord de l'homophobie. C'est une femme violente, c'est une femme très violente, qui a un tempérament très violent. Et quand elle parle de ses amantes, et là, le mot est encore plus terrible, elle appelle ça la vermine charmante. Là encore, hein, ça en dit plus sur elle que sur les femmes homosexuelles. Bon, maintenant nous allons aborder une question délicate, mais qui est très importante, celle du caractère soi-disant scandaleux de votre œuvre. Défendez-vous. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Le vocabulaire qu'elle emploie dans le deuxième sexe est un vocabulaire très cru, très direct. Elle parle de vagin, elle parle de clitoris, elle parle de coït, elle parle de défloration, elle parle d'humeur, elle prend des exemples extrêmement concrets. Elle n'a absolument peur de rien, ce qui évidemment est la marque des hommes. En 1949, c'est extrêmement audacieux de faire ça. Je pense d'ailleurs que ce serait toujours considéré comme de l'indécence, même aujourd'hui. Quel a été l'accueil fait à ce livre, à sa sortie? L'accueil en France a été très, très scandaleux. Julien Gracq a parlé à ce propos de chiennerie française, et en effet, la chiennerie française s'est déchaînée, particulièrement à travers Mauriac, et à travers, enfin, beaucoup d'autres types de droite qui étaient absolument indignés parce qu'on osait parler de la sexualité de la femme. François Mauriac, donc écrivain catholique, évidemment, qui a une importance énorme dans la France de l'après-guerre, a dit des horreurs publiquement ou en privé sur le deuxième sexe. Disant à l'équipe des temps modernes, maintenant que je sais tout sur le vagin de votre patronne, lui, il a évidemment le droit d'employer ce mot de la sorte. Ces connes pédantes et piaillantes, il faudrait les mettre dans une garderie d'enfants, à torcher les derrières et à vider les pots jusqu'à la mort. Même des hommes qui étaient vraiment des amis, comme Camus, ont été furieux
Et Camus m'a accusé d'avoir ridiculisé le mâle français. Simone de Beauvoir a été insultée. On crachait par terre dans la rue quand on la voyait. On l'insultait au De Magot où elle travaillait. Il y a une vengeance de l'opinion publique qui s'organise pour la traiter de quoi? De frigide, de mal baisée, de nymphomane, etc., etc. Parce qu'évidemment, ce sont toujours des injures à caractère sexuel. J'ai reçu, signés ou anonymes, des épîtres, satires, exhortations que m'adressaient des membres très actifs du premier sexe. On m'offrait de me guérir de ma frigidité, d'assouvir mes appétits de goule. On me promettait des révélations en termes orduriers. Certaines personnes pensaient que c'était le symptôme ou la pathologie même d'une femme malheureuse, d'une femme qui aurait été méprisée ou rabaissée. Alors il y avait beaucoup de façons d'essayer de rejeter ce qu'elle disait. Mais je pense qu'on craignait surtout qu'elle dénonce une vérité que beaucoup savaient être vraie, mais qu'ils préféraient nier. Parce que l'ordre social dans lequel il vivait reposait sur ce déni. Elle ne se marie pas, elle ne veut pas d'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui ne veut pas d'enfant? C'est un scandale sur deux jambes, tout simplement. Il y a des femmes et beaucoup d'hommes qui disent qu'une expérience capitale vous a manqué, celle de la maternité. Et que sur ce point, vous êtes mutilé. Et selon eux, cette mutilation disqualifierait tous vos propos et toutes vos thèses. Oui, je trouve ça complètement absurde. En effet, je connais cela. Parce que si j'avais voulu écrire un livre sur la maternité vue de l'intérieur et sentie de l'intérieur, bien entendu, on aurait pu me faire ce reproche. D'ailleurs, ça serait un propos absurde et je ne l'ai pas tenté. Mais quand j'écris Le deuxième sexe, je fais un travail de sociologue, d'anthropologue, et je parle du dehors, de conditions qui sont tout à fait différentes de la mienne. Je parle aussi bien des prostituées que des mères, que de la femme à travers les âges. Et par conséquent, ce reproche n'a absolument aucun sens. Que je sois mère, que je ne le sois pas, ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. À ce compte-là, alors la sociologie serait impossible, parce que si vous n'êtes pas vous-même un corbeau, vous ne pouvez pas écrire un livre sur les corbeaux. D'ailleurs, on voit bien là le préjugé contre la femme, parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé. C'est incroyable. Je trouve que c'est une attaque énorme contre la liberté des femmes. Ça montre à quel point la haine de la liberté des femmes est profonde. Vous avez un enfant, vous n'en avez pas. Vous tombez enceinte, vous avortez. Très bien. Vous tombez enceinte, vous voulez avoir cet enfant hors du mariage ou dans un cadre non conventionnel. Très bien. Vous voulez élever cet enfant avec 5 autres personnes. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on dit vraiment? Il n'y a là aucune mutilation. Ce sont eux qui la mutilent à travers cette allégation. C'est une tentative de mutiler une femme parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'est vers le sud des États-Unis que Simone de Beauvoir poursuit son voyage. À New York, elle a pu voir le racisme dont étaient victimes tous les Afro-Américains. Là, elle va faire une expérience bien plus violente de ce qui divise si profondément cette Amérique. Le 26 mars 1947. Quand nous descendons de l'autobus, nous comprenons que nous avons franchi une frontière. Sur les portes des restrooms, on lit d'un côté « White ladies, white gentlemen » et de l'autre côté « Colored women, colored men ». Il n'y a que des blancs dans le grand hall qui sert de salle d'attente.
Les Noirs sont parqués dans un petit réduit attenant. À côté du restaurant spacieux réservé aux Blancs, le minuscule lunchroom pour colored people ne peut accueillir que 4 clients à la fois. C'est la première fois que nous voyons de nos yeux cette ségrégation dont nous avons tant entendu parler. Et nous avons beau être prévenus, quelque chose tombe sur nos épaules qui ne nous quittera plus à travers tout le Sud. C'est notre propre peau qui est devenue lourde et étouffante et dont la couleur nous brûle. Elle dit « notre peau nous brûle hein, ». Notre peau nous brûle. Parce que là, elle se rend compte de la culpabilité blanche par rapport au sort des Noirs. Et là, elle est extrêmement choquée. Elle va à Harlem. Pour une femme seule d'aller à Harlem, c'est pas très courant. Et elle décrit ces regards qui sont sur elle, mais elle n'a pas peur. Ça, c'est très impressionnant. Et là, elle expérimente quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui veut la justice. Elle est animée par cela. Elle voudrait, je veux dire, son travail est quand même autour de ça, quoi. Et donc, elle est sensible à ce qu'elle voit. Elle n'est pas indifférente aux situations d'injustice et d'exploitation. Mais elle a un regard un peu distant, quoi. C'est une description. 3 avril. Pendant des miles et des miles, l'autobus allongeait les avenues bordées de cabanes misérables où des visages noirs se tournaient vers nous sans amitié. Nous avons senti la morsure de ces regards. Les maisons sont toutes petites, serrées les unes contre les autres. Elles ont la couleur brunâtre de la terre. Les rues et les places ne sont que des terrains vagues. À chaque pas, notre malaise grandit. Sur notre passage, les voix se taisent, les gestes s'arrêtent, les sourires meurent. Toute la vie se fige dans ces yeux qui nous maudissent. Mais il y a évidemment un point aveugle là-dedans. Ce sont les femmes noires. Dans le deuxième sexe, elle compare le sort des femmes au sort des Noirs. Elle ne s'interroge pas sur le sort, le destin, justement, et l'aliénation des femmes noires en particulier. Non pas qu'elle ne soit pas sensible au drame de la condition noire, non pas qu'elle ne soit pas sensible à la condition des femmes, mais femmes et noirs, c'est 2 sous-ensembles qui ne se touchent pas. Il y a de profondes analogies entre la situation des femmes et celle des Noirs. Les unes et les autres s'émancipent aujourd'hui d'un même paternalisme, et la caste naguère maîtresse veut les maintenir à leur place, c'est-à-dire à la place qu'elle a choisie pour eux. Les analogies séparent clairement les gens en catégories qui ne fonctionnent pas de manière descriptive. Elles n'illustrent pas bien la réalité. Elles nous font penser que les femmes constituent un groupe distinct des personnes noires. Cela voudrait dire que toutes les femmes sont blanches et que toutes les personnes noires sont des hommes. Après tout, pourquoi y a-t-il des femmes noires aux États-Unis? On pourrait commencer par cette question. Elle aurait pu commencer par cette question. Il n'y a rien de naturel à ce qu'il y ait des femmes noires aux États-Unis. Et quelle est la raison? C'est la traite et l'esclavage. Et ça ne lui vient pas à l'esprit. Mais ces points aveugles sont constitutifs d'une histoire qu'elle n'a pas remis en question. C'est-à-dire, elle ne voit pas qu'elle est française aussi. Qu'elle est française, bourgeoise, blanche. Et en quoi française n'est pas simplement une question de nationalité, de sur mon passeport, mais me donne une place aussi dans le monde à cause de la place qu'a pris la France dans le monde comme puissance esclavagiste, colonisatrice, impérialiste. Et comment je suis devenue une femme blanche? Je veux dire, qu'est-ce qui m'a fait blanche?
Elle ne se pose pas cette question. Dès lors, ça fait qu'elle ne voit que ce qu'elle veut voir, ou ce qu'elle peut voir. Tout au long de l'histoire, les femmes noires ont été invisibles. En 1851, Sojourner Truth est obligée de demander « Et moi, ne suis-je pas une femme ?» C'est une question très puissante, parce que ce qu'elle dit, c'est « Est-ce que vous me voyez? Reconnaissez-vous mon humanité ?» Il n'y a aucun endroit où les femmes noires sont admises et considérées comme ayant, à juste titre, une identité propre. Je pense que c'est à cause de ça que les femmes noires doivent se mettre en retrait dans beaucoup de situations. Elles doivent abandonner leur féminité pour être uniquement vues comme noires, parce que c'est difficile d'être vue comme une femme qui est noire. Et ça, c'est un combat dans l'histoire du mouvement féministe qui existe depuis sa création. Quand les femmes blanches ont milité pour le droit de vote, elles ont dit aux femmes noires, « Vous, vous marchez derrière. On ne veut pas que vous marchiez devant, avec nous. » Durant ce moment historique, même si les femmes blanches ont obtenu le droit de vote pour elles-mêmes, elles n'ont pas réussi ni essayé d'obtenir le droit de vote pour les femmes noires, les femmes autochtones, les femmes asiatiques et les femmes latinas. Bien souvent, les gens considèrent le moment où les femmes blanches ont obtenu le droit de vote comme un changement radical, ce qui a été le cas. Mais c'est intéressant parce qu'au sein de nombreuses communautés autochtones, les femmes avaient le pouvoir de voter depuis des centaines d'années, le pouvoir de prendre des décisions importantes pour l'ensemble de leur communauté, pour leur famille, pour elles-mêmes. Donc, ça a été un pas en avant pour les femmes blanches et un pas en arrière pour les femmes autochtones. For Native women. Who are you? An Indian? What do you mean by breaking into my room and stealing my clothes? I didn't come here to steal. Maybe you Indians have another word for it, but that's my dress you have on. I tell you, I didn't come here to steal. Perhaps you'll explain to me just what you're doing in my clothes. I wanted to find out something. And just what, may I ask? I wanted to find out if I could be as beautiful as a white girl, in a white girl's way. L'exemple américain est intéressant parce que très tôt, cette question de la race, je sais que c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France, mais il est courant aux États-Unis, cette question de la race et du genre qui s'excluent mutuellement est à la base de tous les problèmes qui vont jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Oh, sexisme et racisme, ce sont les meilleurs amis. Ils vont de pair. Quand vous êtes une femme noire, vous êtes opprimée parce que vous êtes noire. Et vous êtes opprimée parce que vous êtes une femme. Tout au long de l'histoire américaine, les femmes noires ont été préoccupées par l'autonomie de leur corps, d'avoir le contrôle de leur corps. Quand vous êtes une femme et que vous êtes réduite en esclavage, vous êtes vulnérable à toute forme de violence, vulnérable aux agressions sexuelles, aux viols. Il y a ce terme qui était utilisé pendant cette période, qui est le mot « élevage ». Cela signifiait que le maître choisissait une esclave, la mettait enceinte en l'agressant sexuellement, et l'enfant né de cette agression enrichissait l'esclavagiste.
C'était un système très violent dans la mesure où les femmes noires avaient des enfants qu'elles ne voulaient pas. Et lorsque les femmes noires donnaient naissance à des enfants qu'elles désiraient, ces enfants pouvaient leur être arrachés, ces enfants pouvaient être vendus. L'utérus des femmes noires est devenu le moteur de l'esclavagisme. L'exploitation capitaliste et la domination de la vie des femmes a été si totale. Le capitalisme n'aurait pas été capable de se perpétuer sans cette fabrication constante de division. Non seulement cette division, mais aussi par la délégation du pouvoir aux hommes plutôt qu'aux femmes, et la délégation du pouvoir aux blancs plutôt qu'aux personnes noires. Ems Court est une maison familiale. J'appartiens à la 3e génération d'une lignée directe de femmes, ma grand-mère, ma mère et maintenant moi. J'ai été très choquée quand j'ai appris que certains Afro-Américains ne voulaient pas venir chez moi parce que ça avait été un lieu d'esclavagisme. Ma voix sera toujours celle de la maîtresse blanche de la plantation, pour utiliser les termes du 19e siècle. Je serai toujours la femme blanche riche. Il y a plusieurs années, j'ai découvert des informations factuelles sur mon arrière-arrière-grand-père. Découvrir qu'il était impliqué dans la traite des esclaves et à quel point il avait maltraité une de ses esclaves, ça a été un tel choc. Les femmes pouvaient vendre et acheter des esclaves, elles pouvaient hériter d'esclaves. Les esclaves pouvaient faire partie de ce qu'on appelait la dot. Contrairement à l'idée reçue que les femmes sont plus gentilles, il y avait beaucoup de femmes très méchantes. Les femmes blanches ne pouvaient pas posséder de terre, mais elles pouvaient posséder des esclaves. Elles pouvaient avoir des biens sous la forme d'êtres humains. Les femmes blanches ont bénéficié de l'esclavagisme. La maîtresse pouvait rendre votre vie misérable parce que la seule chose qu'elle possédait, ce n'était ni des terres, ni son propre corps, mais le corps des personnes réduites en esclavage. Il y a des femmes qui, dans les colonies, possédaient des êtres humains, et alors qu'elles n'avaient pas le droit à l'époque d'être professeurs ou chirurgiens ou avocates, mais elles avaient ce droit-là, et ce droit-là leur a été donné par leur couleur, pas par leur genre. Et en France, elles pouvaient aussi posséder des esclavisés parce que c'était un capital. Donc elles avaient, je sais pas, elles pouvaient avoir un appartement et 3 esclavisés à la Martinique qu'elles pouvaient revendre ou qu'elles pouvaient louer. Et donc ça leur faisait un revenu. Et ces femmes comprenaient tout à fait que c'était un capital. Dans le XIIe siècle, il n'y a pas un mot sur l'esclavage. Pour Simone de Beauvoir, les femmes esclavisées, ça n'existait pas. Il y a toute une classe intellectuelle française qui efface l'esclavage. Le colonialisme, oui, ça existe. Donc ils vont prendre parti pour l'indépendance algérienne, toutes les grandes luttes anticoloniales d'après-guerre dans l'Empire colonial français. Mais l'esclavage n'existe pas. Mais l'esclavage n'existera pas dans la conscience française jusque dans les années 90. Peu de féministes ont écrit là-dessus. Les grandes féministes françaises, il n'y a pas un mot sur l'esclavage. Jamais l'esclavage ne fait partie de leur théorie. De la même façon, au moment où Beauvoir écrit Le deuxième sexe, elle engage les femmes à travailler. Qu'est-ce qu'elle oublie? Que les femmes noires, elles travaillent depuis toujours. La femme qui a le plus de chances de s'en tirer dans la vie, c'est celle qui travaille, celle qui gagne sa vie. Parce que bon, le travail, c'est pas la liberté. Il y a un côté négatif du travail, mais il y a aussi un côté très positif. C'est quand même, en grande partie, si on a eu la chance de pouvoir un peu choisir, un accomplissement de soi-même.
Son point de vue sur la libération des femmes était dans une certaine mesure une conception bourgeoise, blanche et individualiste. En 1979, je suis allée à une conférence où Audre Lorde, la grande poétesse féministe noire, s'est levée et a demandé à toutes les femmes blanches présentes ce jour-là « Combien d'entre vous ont des nounous à la maison pour assister à votre conférence féministe ?» Elle essayait d'expliquer que le féminisme ne se limite pas à son accomplissement personnel, mais il s'agit de changer la structure du racisme, de changer la structure du travail et de mettre fin à cette histoire vicieuse de l'exploitation. La majorité du travail domestique a été effectuée par des femmes noires aux États-Unis et continue de l'être. Mais maintenant, ça s'est propagé. Et leur métier est effectué par des femmes immigrées qui viennent des pays anciennement colonisés. Ces femmes sont forcées de quitter leur pays, leurs enfants et leurs familles pour s'occuper des enfants et de la famille d'autres personnes. Lettre à Nelson Algren. Comment ai-je pu laisser s'écouler un si long temps sans vous écrire, mon chéri? En ce moment, il y a en France beaucoup d'affaires d'avortement. J'en suis indignée. Chez nous, il n'existe aucune espèce de contrôle des naissances. C'est illégal. En conséquence, chaque année, il y a autant d'avortements que de naissances. Mais l'avortement reste formellement interdit. On vient d'arrêter un médecin que je connaissais très bien et à qui j'ai adressé quantité de femmes dans l'embarras. Une fois l'enfant né, apparemment, vous pouvez le tuer si ça vous amuse, et s'il meurt à la guerre, c'est pour ça qu'on l'a fabriqué. Mais tant qu'il est dans le ventre de sa mère, c'est un meurtre de tenter quoi que ce soit contre lui. Est-ce que vous pensez que votre livre pourrait changer quelque chose à la condition féminine? Malheureusement, je ne le crois pas. Je ne crois pas que les livres aient jamais suffi. Ils peuvent se faire l'écho de quelques révoltes, de quelques mouvements d'opinion. Alors à ce moment-là, ils semblent être efficaces. Mais en fait, je ne crois pas que le deuxième siècle n'ait rien changé à la condition des femmes. Il a peut-être simplement aidé certaines femmes à prendre conscience de leurs conditions. Ça, je crois même qu'il en a aidé beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de lettres. Elle a reçu des milliers de lettres de femmes tellement soulagées de voir tout d'un coup que leur destin était révélé d'une certaine façon, qu'elles étaient prises en compte, que tout d'un coup, les femmes devenaient des objets d'histoire. Madame, je viens à vous comme une amie. C'est une fois encore le drame d'une jeune maman à qui l'on vient d'annoncer une 6e maternité. J'ai 25 ans. Que vais-je devenir? Et dans le deuxième sexe, elle explique très bien que c'est une affaire d'endoctrinement, de faire croire aux femmes qu'elles veulent des enfants et que ça va les épanouir. On répète à la femme, depuis son enfance, qu'elle est faite pour engendrer. Et on lui chante la splendeur de la maternité. Les inconvénients de sa condition, règles, maladies, l'ennui des tâches ménagères, tout est justifié par ce merveilleux privilège qu'elle détient de mettre des enfants au monde. Plus un gouvernement est pro-capitaliste, plus il est de droite, plus la reproduction est valorisée. Des récompenses sont données. En Italie, par exemple, sous le fascisme, ils remettaient une médaille aux mères qui avaient 10, 12 enfants. Des soldats pour la guerre, des soldats pour l'armée, des soldats pour l'industrie. Cette question du corps et de la sexualité est au cœur de la politique des femmes. Et c'est un thème qui est très présent dans le deuxième sexe et qui est très puissant. Simone de Beauvoir a vraiment vu et décrit avec beaucoup d'éloquence cette aliénation croissante
que les femmes développent au sein du capitalisme par rapport à leur propre corps. Il faut quand même noter que son chapitre sur la mère, la maternité, commence par des pages entières sur l'avortement. C'est pas courant quand même. Bon. Au début des années 70, sa rencontre avec les militantes du MLF, le mouvement de libération des femmes, va permettre à la philosophe de mettre en pratique ses théories publiées 25 ans plus tôt dans Le Deuxième Sexe. Pour Simone de Beauvoir, c'est un second souffle. Elle est de tous les combats, de toutes les manifestations. Moi, la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des 343 salopes, disant que nous avions avorté. C'est une revendication des femmes pour l'avortement. C'était un vrai acte de courage pour de nombreuses femmes, dont Simone de Beauvoir, de se mettre au premier plan et de dire « j'ai avorté ». Cette déclaration, historiquement, pouvait être punie par la peine capitale. Il y a une résistance de la part de certains médecins qui invoquent des clauses de conscience parce que l'avortement est condamné fortement par le pape et par l'Église catholique, qui a toujours été un pouvoir très régressif. Et il y a pas mal de gens, sans être médecins, qui sont pénétrés par la morale catholique et qui ne veulent pas ou pratiquer l'avortement ou le laisser pratiquer autour d'eux, et des mères, justement, qui n'aideront pas leurs filles à avorter, etc., etc. Il y a une grosse résistance morale qui vient de ça. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, life everlasting. Amen. Je ne suis pas surprise qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y ait une guerre majeure autour du corps des femmes. L'avortement est de nouveau criminalisé dans de nombreux États. La nouvelle législation, avec ses lois sur la protection des fœtus, est terriblement dangereuse. Elle confère au fœtus une existence légale. Désormais, les médecins et infirmiers ont une obligation de contacter la police si les analyses sanguines des femmes enceintes ne sont pas totalement claires. Et le lendemain, les policiers sont à votre porte pour vous arrêter. Et peut-être même vous accuser d'homicide, ce qui pourrait vous valoir 6, 7 ou 8 ans de prison. La lutte féministe d'aujourd'hui ne peut pas se limiter à une lutte pour le droit à l'avortement. Avoir le choix, ça veut dire pouvoir décider si vous voulez avoir des enfants ou ne pas en avoir. Les femmes noires, pour la plupart, ont toujours été ce que l'on pourrait appeler pro-choix. Mais être pro-choix ne concerne pas seulement la possibilité d'accéder à l'avortement. Pro-choix, c'est aussi la possibilité d'avoir autant d'enfants que vous le souhaitez. Quand des femmes blanches ont beaucoup d'enfants, elles ne sont pas stigmatisées. On ne leur demande pas « Pourquoi tu as tant d'enfants? Tu es une mauvaise mère? Tu touches des aides ?» On ne pose pas toutes ces questions aux femmes blanches. C'est ça le cœur du débat sur le choix. C'est avoir la possibilité de prendre ses propres décisions par rapport à son propre corps et personne d'autre. La famille nucléaire et hétéronormative est une des façons d'organiser la famille. Simone de Beauvoir nous permet d'appréhender cela comme une réalité historique. Ça fait partie de ce qu'elle nous propose avec sa perspective. Peu de personnes ont eu la chance d'avoir des liens aussi forts que ceux que Simone de Beauvoir avait dans son univers.
Des amantes, des ex-amants, des amis, une enfant adoptée. Ce n'était pas une vie définie par l'unité familiale, par le mariage ou par une idée littérale de la reproduction sexuelle. C'était une vie qui allait bien au-delà et Simone de Beauvoir devrait être célébrée. La grossesse et le genre ne fonctionnent pas toujours ensemble. On peut être une femme sans tomber enceinte, on peut tomber enceinte sans être une femme. Mon projet Homemade est une célébration des parents trans, non-binaires et des mères lesbiennes. Il est né d'un désir de mettre en lumière toutes les personnes qui vivent en dehors de la définition du père et de la mère cis hétérosexuelle de la culture dominante. Ce qui est intéressant avec les familles queer, c'est que pour la plupart d'entre nous, ce choix d'avoir des enfants ne découle pas d'un « oups, je suis tombée enceinte ». C'est l'accumulation de tellement de choix qu'une personne doit faire, seule ou avec un ou plusieurs partenaires. Je suis mère de 3 enfants. Je me bats à chaque instant pour leur donner la liberté d'être qui ils sont. Et je ne sais pas si c'est tant leur donner cette liberté que de leur montrer qu'il y a de l'amour et de l'authenticité à être qui on est. Nos vies et nos familles ont tellement d'importance. Elles montrent qu'il existe un nombre de possibilités infinies d'aimer et de créer une famille. Je vais un peu zoomer sur vos mains. C'est une idée ridicule de croire qu'il faut avoir un utérus pour être une femme. Quand nous étions encore ensemble, mon ex a subi une hystérectomie pour des raisons médicales. Elle est véritablement une femme, et ça n'a rien changé à ça. Les attaques contre les femmes transgenres sont en quelque sorte une trahison du féminisme. Parce que si on suit Simone de Beauvoir, la catégorie des femmes s'inscrit dans l'histoire. Elle change au fil du temps. Il y a plusieurs chapitres dans Le deuxième sexe sur l'évolution de la notion de la femme à travers l'histoire. Et en tant que féministe, on dépend de ces changements. Autrefois, les femmes ne pouvaient pas faire ce métier. Maintenant, elles peuvent. Formidable. Alors, pourquoi ne pas ouvrir la porte à celles qui se considèrent pleinement et à juste titre comme des femmes ? À celles qui ne sont pas dotées des mêmes attributs biologiques que les autres femmes. Tout ça fait partie du spectre des identités féminines. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, comment l'œuvre de Simone de Beauvoir continue-t-elle à résonner ? Au Nouveau-Mexique, dernière étape de ce voyage, la philosophe observe en 1947 l'impact d'un capitalisme prédateur sur les communautés natives comme sur les paysages. Elle pressent que c'est sur ce terrain que se jouera un jour l'avenir du monde. 2 ans plus tôt, c'est ici qu'explosait la première bombe atomique, sans que la population locale en soit avertie. On a dépouillé les Indiens de toute terre fertile, sous prétexte qu'ils ne sauraient pas les exploiter. Et on leur a laissé des pierrailles sans eau, où la culture est presque impossible. Ils n'ont ni le titre de citoyen américain, ni les droits que ce titre implique. Ils ont un peu la vie d'animaux bien soignés dans un parc d'acclimatation.
Les autochtones étaient déjà là et les colons étaient obsédés par l'idée de s'emparer de ces terres en supposant que personne ne les revendiquait, en se disant « mais vous n'utilisez pas cette terre, si vous ne l'utilisez pas comme nous, si vous ne faites pas d'agriculture comme nous, vous ne l'utilisez pas vraiment, vous ne pouvez pas la revendiquer. Donc, ça veut dire que cette terre est inoccupée et disponible. » Prenez l'expression terra nullius. Cela signifie que la terre n'appartient à personne, que c'est une terre vierge. C'est une terre qui peut être conquise et prise. Les femmes sont considérées à bien des égards comme une terre, comme quelque chose qui peut être revendiqué, conquis ou acheté, comme une possession en quelque sorte. Puisque la femme est la possession, le bien de l'homme, comme un morceau de terre ou comme un outil, eh bien, elle ne doit pas avoir été possédée, eue par quelqu'un d'autre, et le sexe est considéré comme une possession. Dans l'acte sexuel, l'homme veut conquérir, prendre, posséder. Avoir une femme, c'est la vaincre. Il pénètre en elle, comme le soc dans les sillons. Il la fait sienne, comme il fait sienne la terre qu'il travaille. Il laboure, il plante, il sème. Ces images sont vieilles comme l'écriture. Rien ne semble à l'homme plus désirable que ce qui n'a jamais appartenu à aucun être humain. Alors la conquête apparaît comme un événement unique et absolu. La façon dont Simone de Beauvoir parle de l'oppression des femmes et du corps des femmes comme des terres à exploiter, ça, c'est tout à fait nouveau quand elle l'emploie. Les hommes qui exploitent la terre, qui exploitent les femmes, et ce lien, elle le fait. Elle le fait très tôt par rapport à ce qu'on a appelé beaucoup plus tardivement l'écoféminisme, ce lien entre la terre, la nature et l'oppression de cette culture patriarcale. Les terres vierges ont toujours fasciné les explorateurs. Des alpinistes se tuent chaque année pour avoir voulu violer une montagne intouchée. Un corps vierge à la fraîcheur des sources secrètes. Je ne sais pas jusqu'où Simone de Beauvoir en est arrivée dans sa théorisation de notre relation à la nature, mais elle était de toute évidence consciente des pratiques d'exploitation de l'industrie agroalimentaire ainsi que de la dépossession des terres que subissaient les communautés autochtones. Je dirige une organisation à but non lucratif, Indigenous Lifeways, et nous travaillons sur le racisme environnemental. L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis considérait les terres de la nation Navajo comme une zone sacrificielle nationale. Ça voulait dire que ces terres et ses habitants pouvaient être sacrifiés au profit de la nation. Ça signifie aussi que les ressources, les minerais issus de l'exploitation minière seraient tous utilisés pour alimenter les États-Unis. C'est donc une zone très vulnérable à ces tactiques prédatrices qui sont imposées à nos peuples et nos terres. Ils extraient sans cesse des ressources. Ils prennent et prennent et prennent. Quand ces entreprises s'installent ici, elles ramènent des personnes qui ne viennent pas de cet État, majoritairement des hommes, qui s'en prennent à notre peuple. Lorsqu'une société minière s'installe dans une région, les femmes ont peur de sortir, même durant la journée. C'est un nouveau stade de violence qui se met en place. C'est vrai ici, c'est vrai aux États-Unis, dans les régions du Dakota qui sont traversées par le pipeline. Les femmes autochtones en payent le prix. Les meurtres et la violence sont liés à la lutte menée par les femmes, à la résistance qu'elles organisent. Et tout cela est également lié au fait que c'est un travail très violent. On parle de masculinité toxique. Et c'est cette même toxicité qui est libérée, si on peut le dire comme ça, par l'extraction pétrolière. De nos jours, l'extraction pétrolière a rendu de vastes régions du monde invivables.
Voici la prospérité minérale, les puits de pétrole. Ils s'annoncent de loin par l'odeur. Dans la grande solitude des champs nus, cette odeur d'usine et de machine, cette odeur de ville, est ici l'odeur naturelle de la terre, l'odeur du sol, du ciel, de l'air. Les enfants au berceau la respirent déjà dans ces maisons préfabriquées qui s'alignent au milieu des cailloux. Pour beaucoup des hommes qui vivent ici, la vie n'a jamais eu un autre goût. Si nous n'arrêtons pas d'investir dans les énergies fossiles et de profaner la terre à ce point, nous n'aurons plus d'eau potable, nous n'aurons plus d'air pur. Nous n'aurons plus de sol et de terre propres à la culture de la nourriture, par exemple. Les peuples autochtones sont au premier plan de cette lutte, parce que ce sont des problèmes qui touchent nos terres et nos communautés. Mais c'est surtout une lutte dans l'intérêt de tous. L'écoféminisme, d'une certaine manière, contient les mêmes tensions que le féminisme a toujours contenues. Ce sont des tensions essentialistes. En tant que femmes, sommes-nous plus proches de la Terre? En tant que femmes, sommes-nous, si ce n'est plus proches de la Terre, en tout cas mieux formées à des pratiques de soins qui pourraient devenir la base de nouvelles politiques mondiales? Comment pensons-nous cette relation? Nous ne pouvons pas être dissociés du monde naturel. Nous sommes le monde naturel. Pour les femmes, c'est le meilleur moment pour prendre les choses en main. Pendant longtemps, nous avons été soumises aux objectifs du patriarcat. Nous devons complètement le renverser pour que les femmes racisées prennent le pouvoir. Pour que les femmes racisées soient à la tête de ce nouveau mouvement. Oui, je ne trouve pas que ce soit très satisfaisant de s'en sortir individuellement. Parce qu'individuellement, si on voit que tous les êtres à côté de vous ne sont pas libérés, on ne peut pas dire qu'on est libéré soi-même. Je ne pense pas au salut individuel. La force du livre, c'est de parler de façon universelle à chacune des femmes. C'est très rare, les livres qui ont un écho dans le monde entier. Je ne sais plus en combien de langues le livre a été traduit, mais c'est absolument colossal. C'est encore un livre qui est lu, mais qui est lu pour ce qu'il est historiquement. Il est passé à l'histoire. Je ne suis pas sûre que les études de genre actuelles auraient été possibles sans ce livre. Ce livre, c'est quand même un point de départ. C'est un point d'arrivée et un point de départ. D'où vient que ce monde a toujours appartenu aux hommes et que seulement aujourd'hui les choses commencent à changer? Ce changement est-il un bien? Amènera-t-il un égal partage entre hommes et femmes? Un monde où les hommes et les femmes seraient égaux est facile à imaginer. Mais suffit-il de changer les lois pour que femmes et hommes deviennent vraiment des semblables? Simone de Beauvoir a émis une dernière volonté. Le 19 avril 1986, elle est inhumée avec l'anneau d'argent offert 40 ans plus tôt par son amant américain, Nelson Algren. Aujourd'hui, le deuxième sexe continue d'exister et d'être interprété. Est-ce là, entre les pages de son livre, que nos vies futures ont commencé ? On voit mes pieds? Non, on dirait que tu émerges du sol. Parfait. Dans ce long voyage au cœur de nos identités, nous est offert la possibilité de les multiplier, les entremêler, les métamorphoser. Chrysalide incertaine,
Nos corps mutent et résonnent d'harmonie nouvelle. Refusant d'être définie par son genre, Ro a décidé de faire famille seule, dans une plénitude absolue de son être. Une volonté de s'inscrire hors de toute norme. Cet enfant que porte Ro, qui sera-t-il? Né dans ce paysage mental qu'on souhaiterait plein de beauté et de courage, cet enfant dont on ignore encore volontairement le genre, quelle porte nous ouvrira-t-il? Si cette photo était une lettre à ton enfant, je veux que tu lui dises ce que tu voudrais lui dire là, maintenant, avec tes yeux. Ok, en te regardant et en me mettant là? Je peux te prendre dans mes bras?